Je crois que ce qui m'a sauvé, c'était la possibilité de balancer entre la tristesse inspirée d'Apollon, le refus du pouvoir qui fuit dans l'ivresse triste de Dionysos, la mélancolie noire de Saturne. Je suis absolument persuadé que le destin, la destinée, pour le dire un peu plus simplement, la mission, l'exigence qu'on ne comprend pas mais qui nous traverse, est un des grands piliers psychiques de la stabilité mentale d'un être humain. Et ça, forcément, on est relié à Dieu. Maintenant, il y a Dieu en tant que figure ou Dieu en tant que présence. Vous voyez En 2012, une bombe ontologique nous est tombée dessus. Parce que c'est le moment où on croise 3 facteurs qui sont 1, le téléphone mobile, 2, le réseau Internet à grande échelle, à savoir 4G, 5G, tout le reste, et 3, sans quoi toute cette bombe n'aurait pas pu exploser, l'algorithmisation de ces espaces. Moi, je sais de parler avec les gens qui ont 20 ans, qui passent 4-5 heures par jour, qui déverrouillent leur téléphone toutes les 4 minutes, qui développent des troubles obsessionnels du comportement vis-à-vis de ça, qui ont un rapport faussé à l'autre, qui ont un rapport faussé à eux-mêmes. C'est là, c'est le front. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Inactuels. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Étienne Lerin, auteur de l'essai S'anomaliser, publié cette année en auto-édition. Dans ce vibrant manifeste d'antipolitisme radical, Étienne Lerin nous invite à cheminer hors des sentiers communs afin de retrouver notre essence profonde. Bonjour Étienne. Bonjour Lancelot. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Dans ses lettres, un jeune poète, Rainer Maria Rilke, écrit « Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète, car pour celui qui crée, il n'y a pas de lieu pauvre et indifférent. Sa solitude s'étend pour devenir une demeure de douce lumière, loin de laquelle passe le bruit des autres. » Étienne Lerin, ce passage résonne, me semble-t-il, de manière singulière avec vos réflexions. Rilke n'approche-t-il pas ici, à sa manière, votre concept de bel égoïsme, cet appel à oser créer malgré la grisaille contemporaine ? Bien sûr, je me sens très proche de Rilke sur beaucoup de choses. Ce petit texte des lettres à un jeune poète, pour moi, sont une forme d'éducation sentimentale. Moi, j'ai vraiment lu comme ça et je pense qu'il faut le lire comme ça, d'ailleurs. Chacun est responsable de son propre enchantement et chacun est responsable de la manière dont il éduque son œil, on pourrait dire. Et oui, moi, je sais que dans ma vie personnelle, cette idée de, malgré la grisaille du monde, comme tu l'as justement dit, être capable d'aller chercher l'enchantement qui malgré tout persiste à des endroits, je pense que non seulement c'est important, mais peut-être même que c'est on commence presque par parler là du pilier de cette affaire, en fait. C'est la grande dalle sur laquelle tout le reste repose, peut-être, il me semble. Alors vous avancez que notre époque souffre moins des dérives d'une technologie qui est déjà décriée par beaucoup, que d'une désaffection générale pour à la fois l'intuition et le mystère. La modernité produit en effet, d'après vous, des hommes de plus en plus dissociés, distanciés d'eux-mêmes, incapables de sentir ou de s'émerveiller. Partagez-vous, Étienne Lerin, le diagnostic de l'essayiste Rémy Tel, proposé ici même, d'un assèchement intérieur, d'une dégradation fondamentale de l'être ? Moi, je ne pense pas que la dissociation soit nouvelle. Je pense qu'elle a été poussée dans une logique industrielle, je pense, par des outils dont je pense qu'on va parler aujourd'hui. Oui. Mais je ne pense pas qu'elle est nouvelle. Si je regarde la génération de mes parents ou celle même d'avant mes parents, je pense qu'il y avait un rapport qui était dur à l'existence, qui était un rapport, pas partout, mais de survie, qu'on a toujours aujourd'hui, attention. Et je pense que le rapport dur à l'existence, ce qu'on pourrait appeler la dissociation, c'est-à-dire une fermeture des écoutilles de l'être, une forme de concentration sur l'immédiateté dans ce qu'elle a de blessant, ou fuir dans un paradis arrière ou dans un paradis avant, peu importe, il y a plein de formes de dissociation. Je ne pense pas que ce soit propre à notre époque. Donc, est-ce que je suis d'accord ? Oui, je suis plutôt d'accord. Par contre, je pense que cette forme d'effondrement n'est pas nouveau. Je pense l'être humain a toujours été très inventif pour trouver des moyens de dissociation dans l'histoire, que ce soit la guerre, bien sûr, l'enfouissement sous le travail, l'enfouissement sous d'autres formes je pense qu'à travers l'histoire on pourra en trouver plein. La politique, bien sûr, parce que j'en parle dans le livre, est aussi une forme de dissociation qui pour le coup n'est pas nouvelle. Dans le livre je distingue ce que j'appelle les 2 filets, qui sont pour moi les deux
deux grands spectres dissociatifs qu'on rencontre. On a d'un côté ce que j'appelle le tout politique, qui aujourd'hui est partout. Hein. Je pense que c'est là pour le coup quelque chose de très actuel, mais qui n'est pas nouveau. Et le second filet, qui est pour moi l'algorithme, et qui lui est assez nouveau dans ses logiques industrielles cognitives. Voilà. Alors me vient cette question, il me semble, à vous lire, que l'engagement politique serait en lui-même un mouvement réactionnaire. C'est la fin de la question. Oui. Bon, c'est bien. Merci. Celle-là pique les côtes, mais je l'aime beaucoup. Je pense que la cause est La cause, c'est souvent, malheureusement, le meilleur dissociatif qui ne dit pas son nom. Oui. Ça dépend de ce qu'on entend par réactionnaire. Si réaction dans le terme pur, à savoir juste une forme de la réaction en tant que le réel me déçoit et je vais lutter contre, même là rentrerait dans puisque voilà, je vais me prendre mon propre jeu, même là rentrerait dans un espace de réaction au final. Non, je pense qu'il y a... Moi, j'ai passé, je suis obligé de parler de moi, parce que sinon les mots perdent leur sens. J'ai passé une partie de mon éveil intellectuel, culturel et personnel à lire des auteurs qui ont un rapport réactionnaire. Et je dis ça, je les ai beaucoup aimés. J'ai beaucoup lu Houellebecq, j'ai beaucoup lu Guénon, j'ai fait Garcia Maria Diaz. Voilà, j'ai lu beaucoup de gens parce que je trouvais qu'ils stimulaient une part de moi, bien sûr, évidemment. Maintenant, est-ce que ça m'a rendu heureux ? Non, ça m'a pas rendu heureux. J'ai mené mes combats politiques, j'ai cru en beaucoup de causes et malgré moi, j'y crois encore. Je ne suis pas un être complètement dépolitisé, loin s'en faut. Mais par contre, j'ai compris quelque chose. Je pense que la cause ne m'a pas rendu heureux. Malheureusement, la cause ne m'a pas rendu heureux parce que je n'avais pas... Il n'y a pas de terme en français pour dire ça, je suis désolé, mais je vais essayer d'en créer un néologisme. Ouais. Je ne l'avais pas fait rentrer dans mon corps, disons. Voilà. Je ne l'avais pas incarné. Bon, voilà, ça marche. Et c'était une cause qui était une cause de supermarché, une cause que j'agrippais comme ça pour me sentir être à quelque chose, me sentir appartenir, me sentir en communion avec quelque chose, parce que j'en avais besoin, sinon j'allais mourir. Parce qu'on meurt tous si on n'est pas en communion avec quelque chose. Donc non, le grand magasin des causes sert à ça. Maintenant, mon parcours politique et mes affinités politiques, qui ont d'ailleurs été très mouvantes, m'ont pas rendu heureux. On fait de moi un être, je crois, plus rabougri, moins à même de se lier à l'autre. Dans un rapport qui perpétuel de recherche du conflit, de l'intellectualisme gratuit aussi, ça c'est un autre mot, mon Dieu, d'enflement voilà, soit de la cause du discours politique ou de l'archétype intellectuel gigantesque pour ne pas avoir à juste pleurer ou juste dire je sais pas, moi je vais bien donc voilà, il y a je pense que beaucoup de causes sont juste un magnifique moyen de ne pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, malheureusement. Est-ce à dire que toutes les causes sont mauvaises ? Mon Dieu, non, bien sûr que non. Mais je pense que la cause, c'est l'achèvement du chemin. C'est pour parler un peu comme Jung, c'est une fois qu'on a fait la descente dans l'âme. Et moi, je suis très loin d'avoir fait ça. Qu'on se mette d'accord. Ça, je pense que déjà, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Et à ce moment-là, oui, mais je pense qu'à ce moment-là, les causes sont imposées de l'extérieur et tiennent du destin. Le destin et la cause, pour moi, c'est deux choses différentes. Voilà. Vous déplorez à travers la prédominance notamment du manuel utilitaire sur le roman, une obsession moderne de vouloir tout expliquer, tout éclairer et in fine tout maîtriser. Vous observez que l'homme moderne a transformé le tourment en dépression, le drame en traumatisme, l'errance en abattement, ce sont vos mots. Vous opposez à sa sociopathie élégante, intolérante à toute vulnérabilité, la fragilité récalcitrante de l'homme anomalisé. Alors je me demandais en quoi cette sensibilité, bien plus qu'une faiblesse, serait une vertu selon vous, voire une arme de résistance dans un monde désenchanté comme le nôtre. Merci, j'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question. Elle me ramène dans des choses que j'aime bien et qui sont belles. Je pense que c'est important de pointer du doigt et d'être présent et conscient quant aux mots qu'on utilise pour parler de soi, pour parler de ses états psychiques / mentaux. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un désert quant à la manière dont on parle de nos états de tristesse, de nos états difficiles, parce que la vie, parfois, c'est pas simple. Je pense que tout être humain est confronté dans sa vie à des gouffres,
à des déserts, mais un auteur que j'aime bien, que j'ai là devant moi, parce que je lisais en ce moment, qui s'appelle James Hillman, dit, mais vous savez, un désert, c'est jamais un désert. Dans un désert aussi, il y a, je sais pas, il y a 2 grains de sable qui sont incrustés avec des choses, avec, je sais pas, des reflets de jade ou d'opaline. Il y a une dune, la courbure enchantresque d'un saint. Il y a peut-être le serpent quelque part, le lion, même peut-être endormi quelque part. Le désert a jamais été un lieu de désert. Et je pense qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que je dis ça, vous allez voir, la manière dont on parle des mots humains est, à mon sens, quasi terroriste. Hein. Je dis ça d'un point de vue métaphorique, bien sûr, hein, mais je pense que c'est grave d'enfermer des gens dans des mots. Par exemple, vous avez cité, mais moi, je me rangerai toujours du côté de la tristesse, du côté de la peine, du côté de la colère, par rapport à la dépression, à la projection. Je pense qu'il y a des beautés, pour aller dans le fond, dans les états limites de l'esprit humain, et qu'il faut repeupler ces espaces. C'est un trou de lapin, bien sûr, parce que ça nécessite de parler de plein d'autres sujets. Mais pour aller à l'essentiel, la manière dont on parle d'un trouble, d'une peine, par exemple une peine amoureuse, c'est éventuellement déjà la faire refleurir. Et je pense que la littérature, le roman, a là-dessus des leçons immenses à apporter à chacun d'entre nous. Moi, je ne me serais pas sorti de mes gouffres dans ma vie si j'avais pas eu des Maria Rilke, puisqu'on en parlait, si j'avais pas eu je pourrais en citer plein, mais des Kundera, des Hemingway, des gens comme ça qui ont su à un moment donné mettre des mots sur mon désert et me dire, tiens, regarde, il y a une dune. Et dans ton désert, il y a des choses à voir. Et tu peux refaire de ta peine, de ton igredo, c'est-à-dire de ton effondrement, tu peux en faire quelque chose de beau. Il faut faire la différence. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un romantisme gratuit de la peine. Non, aller mal, c'est difficile. C'est pas drôle. Je m'inscris en faux contre cette idée. Par contre, je pense qu'à tout désherber et à ne laisser que la structure des choses nues, quand on parle de l'esprit, je pense qu'on double le mal. Et je pense que ça, c'est assez grave. Et je pense qu'effectivement, c'est assez intolérable. Je pense que c'est assez intolérable. À une époque où tout acte est mesuré à l'aune de sa visibilité ou bien de son efficacité, vous proposez en quelque sorte une esthétique de l'effacement, c'est-à-dire que, par exemple, vous louez l'audace de l'artiste qui renonce au monde, qui se laisse en quelque sorte dévorer par sa passion, qui devient amoureux de l'action sans effet, sans résultat. Rejoignez-vous ici une affirmation du romancier Denis Marquet que j'ai également reçu, selon laquelle seule une simplicité et une humilité profonde nous permettent de toucher à l'essentiel et de transformer nos existences. Je pense qu'il y a une beauté dans l'action, et je pense qu'il y a une névrose aussi dans l'action. De la même manière, je trouve qu'il y a une beauté immense dans l'inaction et une névrose dans l'inaction. Maintenant, il faut savoir c'est là toute la difficulté, c'est de regarder son époque en face et d'essayer de dire les bons mots, et c'est ce que je tente de faire comme plein d'autres. Des fois on se trompe et on se ramasse un peu lamentablement, et des fois on essaye. Donc c'est une question, moi je regarde autour de moi, j'essaie de parler avec des gens avec qui je sens des similitudes, et parce que je pense que c'est toujours ceux qu'on est le plus à même d'aider malgré nous. Et ce que je remarque, c'est 2 choses. 1, on a aujourd'hui un problème avec le faire et l'action. C'est-à-dire qu'on en a fait un empire. Et je veux dire, là-dessus, j'en pense rien, mais la névrose du siècle, c'est quand même le travail. Combien d'entre nous vont passer leur vie à donner de l'amour par le travail, et uniquement par le travail, à s'anesthésier purement et simplement par le travail, l'acharnement. Et moi, je fais une distinction entre le travail et l'œuvre. Et quand je dis l'œuvre, c'est pas une immense chose nécessairement, mais je pense que oui, c'est important de conserver dans sa vie, et mon Dieu que c'est difficile. Moi, je suis le premier touché par ça. Mais conserver un espace de gratuité quant à l'action. Dans mon travail créatif à moi, parce que bon, je suis limité à parler de ce que je connais et ce que je manie, j'essaie toujours, par exemple, je ne suis pas juste quelqu'un qui écrit. Parce que si j'avais juste ce rapport à l'écriture, très vite, comme tout ce qui tend à avoir un petit fond de productif, le productif est invasif dans tout ce qu'on fait. Et je pense que quiconque a un jour essayé de vivre, par exemple, de son art, l'a senti. À un moment, on arrive à un rapport qui est conflictuel avec la chose. Donc c'est important, je pense, de garder des espaces de gratuité.
ça peut être par exemple si on écrit de peindre, si on peint d'écrire, parce que c'est là qu'on conserve souvent, quand les muses se font capricieuses dans le rapport productif, qu'on conserve un espace magique. Et je pense qu'il faut conserver un espace magique. Mais bien sûr que c'est difficile. Déjà parce qu'on est on est tributaire d'un contexte, qui est un contexte néolibéral, à l'échelle de la planète, qui est un contexte capitaliste de production. Donc il faut penser ces systèmes, il faut réussir à se faufiler entre, parce que je fais partie des gens qui pensent qu'on ne va pas immédiatement du moins les faire tomber, et que je pense que chaque homme est responsable de la manière dont il joue ou se fait soumettre par ces systèmes. Donc oui, je pense que si je peux me permettre d'être un peu clivant et pinçant. Allez-y, je vais vous permettre ici. Je pense que l'acte gratuit et l'art sont des formes de résistance anticapitaliste magnifiques. Et je ne pense pas, je suis pas quelqu'un qui croit en l'art pour l'art. Je pense que l'art est une lame ou une torche ou un mythe, mais que c'est un pharmacone, comme disait le regretté Bernard Stiegler. Et je crois qu'il y a un danger à désarmer la torche artistique. Et je pense que l'art doit être un espace de gratuité armée. Et c'est difficile, c'est un équilibre qui est compliqué à trouver. Mais encore plus, c'est dont je parle notamment dans le livre, encore plus aujourd'hui avec ces espaces synthétiques et synthétisés que sont Internet, entre autres, et le monde algorithmique, je pense qu'il faut infuser de l'art là-dedans. Et il faut le faire de manière conquérante. Voilà. Mais je pense qu'on va peut-être en parler après, donc je ne veux pas avancer. On va y revenir après. Dans une époque qui regorge de talents brillants dans des domaines notamment techniques, je pense à l'ingénierie, à l'intelligence artificielle, etc., vous déplorez l'absence d'artistes assez audacieux pour se faire entendre. Vous regrettez, je cite, que l'artiste ne soit aimé aujourd'hui que désarmé et larvesque, discret et sage, allégé de toute ambition. Alors, si l'ambition devient, selon vous, un impératif légitime pour l'artiste, comment la concilier avec cette humilité que nous évoquions précédemment ? Et finalement, en quoi la distinguez-vous d'une quête triviale de pouvoir ou de reconnaissance ? Faire de l'art, c'est soigner. Je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti dans ma vie. Moi, je savais pas que je faisais de l'art au début, je pense. J'essayais juste d'écrire des choses. Puis des gens m'ont dit que ça faisait du bien. Puis ils m'ont dit que c'était de l'art, alors j'ai dit bon, soit. Et je pense que le mot d'ambition, il est important, parce que quand on tient une torche tout seul dans une cave et qu'on avance seul, on ne sait pas ce qu'il y a devant, parce que l'obscurité nous cache la vue. Il pourrait y avoir 1000 bêtes énormes, et la plupart du temps il y a des bêtes énormes dans la cave, qu'on les imagine ou qu'elles soient là. Et à ce moment-là, l'ambition, c'est pour les autres, je pense. Mais là, je vais rien vous apprendre, mais tout passe d'abord par un rapport à soi. Pour aimer, il faut se donner à aimer. Pour pouvoir donner, il faut avoir de quoi donner. Beaucoup de gens aujourd'hui, je pense, ont un rapport, et je dis ça avec beaucoup d'amour, altruiste, mais qui s'épuise comme une bougie dont on aurait oublié de réalimenter la cire. C'est ça que j'essaie de dire quand je parle d'un bel égoïsme artistique. Je veux dire, je crois beaucoup au royaume de la solitude. J'en parle beaucoup dans mes écrits, dans mes essais numériques. Je pense qu'aujourd'hui, l'art, c'est une affaire très sérieuse. Je pense que... Et cette affaire très sérieuse nécessite que les artistes prennent soin d'eux. On en parlait tout à l'heure. Je pense que s'aimer, apprendre à se prendre dans ses propres bras, à se cajoler, tout ça pour pouvoir derrière redonner des choses. Mais on ne peut pas demander à des êtres qui vont mal, qui vont que mal, je veux dire, qui sont juste au fond de leur abysse, d'aider. Quand on est au fond, on tend la main, mais pour que quelqu'un vienne nous la saisir. Vous voyez, je m'écarte un peu, mais c'est assez important de bien insister là-dessus. Et comment est-ce qu'on fait la différence entre cet égoïsme-là de retour à soi et juste une forme de volonté de puissance presque capitaliste, étrange? Je pense qu'elle est... C'est difficile, mais je pense qu'elle est dirigée avec amour. C'est forcément un peu intangible, et j'en ai bien conscience, mais moi, le premier, ça m'arrive dans ma pratique des fois de tomber dans l'écueil d'une forme de productivisme bête et égoïste. Mais l'égoïsme, c'est pas un mot qui est méchant. Aujourd'hui, je pense que les gens manquent d'égoïsme. Et quand je dis ça, je sais que des gens vont avoir envie de me taper sur les doigts, mais ce que je veux dire, c'est que le bel égoïsme, c'est l'égoïsme qui permet d'abord de s'ancrer dans le monde quelque part et de dire « je suis
je pense que je vois à peu près aujourd'hui qui je suis, ce que je peux faire. Et ça, déjà, c'est un parcours énorme. Je veux dire, c'est démiurgique comme ambition, déjà, de dire je suis là, je suis peut-être là pour ça. Dans un autre passage de votre essai que j'ai particulièrement apprécié, vous proposez à tout artiste de tailler sa haine, c'est-à-dire de la sublimer en une quête esthétique qui dépasse le ressentiment. La blessure devient refus, le refus devient traque du beau, et cette traque devient incarnation de principes élevés. Et vous résumez cette alchimie intérieure par une image que je trouve très très poétique. Les fumerolles de votre haine s'échapperont de vous dans d'intimidants hurlements artistiques. Étienne, comment tailler sa haine sans se laisser consumer par elle ? Tout homme est par nature. Et la haine, puisqu'on parlait tout à l'heure des mots de l'esprit qu'on préfère mettre derrière la haie, justement, et ne pas trop regarder. Je pense que la haine, entre autres, et encore la haine, c'est pas le pire de tous ceux qu'on mettrait derrière, mais en fait partie. J'aimerais bien qu'on m'assoie quelqu'un, que l'homme qui n'ait jamais haï dans sa vie me jette la première pierre. Je pense qu'on est tous confrontés à des moments de notre vie, à des sentiments de haine, j'ai presque envie de dire gastrique, d'une force, d'une sévérité, d'une cruauté gigantesque. Que ce soit, bien sûr, dans le classique littéraire de la rupture amoureuse, dans la confrontation à l'autre, à l'altérité. Le monde déçoit par essence. Et la déception, comme je crois que j'écris, engendre une frustration qui, sauf si elle est mise à profit, engendre nécessairement une petite haine larvée. Donc c'est normal. Je pense que la première étape, c'est reconnaître qu'on est des êtres de haine. Dostoïevski en parle magnifiquement. Il faut relire Les Carnets des sous-sols, entre autres, ou d'autres, mais c'est un bon point de départ, je pense. Donc on est des êtres avec une charge de haine à l'intérieur de nous. 2, si cette haine n'est pas expiée quelque part, si elle ne trouve pas un chemin, elle va pourrir, et vous allez pourrir avec elle. Et je le dis ici, mais alors là, c'est des sujets dont je parle souvent avec des amis. Aimer l'autre, et je ne dis pas ça dans on va dire une anthologie chrétienne, hein. Là je dis ça vraiment d'un point de vue simplement psychique, mais aimer l'autre, sans même aller jusqu'à se reconnaître en lui, mais juste l'aimer, ou du moins le tolérer dans son espace, mon Dieu que c'est dur. C'est vraiment difficile. Mais là, je parle avec beaucoup de sincérité, c'est difficile. Si on enlève tous filtres sociaux, beaucoup d'entre nous n'aiment pas les autres. On ne les aime pas, il faut dire la vérité. Ils nous gênent, on est dans un rapport au mieux un peu juste de gêne, et au pire, on les déteste fondamentalement, voilà, mais on ne se l'admet pas. Donc, il faut trouver un chemin pour cette haine. Il faut que quelque part, elle éructe quelque part. Moi, je dis qu'elle a éructé dans la création. Je pense que je me suis mis à haïr d'autres. J'ai diminué, sans dire qu'elle a complètement disparu, bien sûr. La haine fait même partie d'un processus créatif à un moment, hein. Mais quand elle trouve un chemin dans le faire, dans l'action, dans l'art, dans le projet, dans la projection, et c'est mieux. Voilà. Donc c'est ce que je dis, de passer de la petite revanche à la grande. Qu'est-ce que la grande revanche ? La grande revanche, c'est l'art. L'art, c'est d'abord comme je ne sais plus qui disait ça, mais c'était très joliment dit, un refus d'une totale adéquation avec le monde. C'est-à-dire, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un certain nombre de réserves quant à la manière dont le monde tourne. Ça, je pense que c'est un très bon début. Et je préfère dire ça que dire monsieur, je vous déteste et je vais vous tuer dès que j'aurai l'occasion. C'est horrible. Donc voilà. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut relire Henri Laborie. La charge d'inhibition contenue dans un être, elle est immense. Encore plus aujourd'hui dans nos modes de vie, dans des villes-mondes. On est rempli d'inhibition. Donc il faut faire des toiles ou écrire des livres. Ou, je sais pas, il faut trouver son moyen pour sortir ça, en tout cas. Voilà. Alors à ce propos, vous êtes vous-même un poète numérique, pourrait-on dire, puisque vous animez une chaîne YouTube de réflexion poétique intitulée Le Dolmen. D'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs et téléspectateurs à aller découvrir et à s'abonner à votre chaîne. Donc, vous décriviez tout à l'heure Internet comme un pharmacone, donc à la fois poison et remède pour l'artiste. Étienne, face à la médiocrité qui aujourd'hui ne rougit plus du tout de sa propre imposture, vous prenez un usage subversif des outils numériques afin d'insuffler art et poésie dans la mélasse algorithmique. Mais à l'ère de la communication instantanée et du culte du buzz, est-il vraiment possible de préserver le mystère et la lenteur indispensable à une telle contrebande poétique sans la trahir ? Eh bien, c'est une question à laquelle, il y a 2 ans, j'aurais répondu absolument non. Ouais.
Je suis tout à fait sincère. Et comme souvent, moi, j'adore quand la vie me fait mentir. Ça me dérange pas du tout. Il se trouve que quand j'ai commencé ce projet numérique, j'avais un rapport aux espaces algorithmiques qui était, je dirais, celui d'un primo-artiste, c'est-à-dire c'est un espace corrompu sur lequel j'ai pas envie de mettre un pied. Puis pour une raison que j'ignore, j'ai commencé à y aller et en fait, je me suis senti de mieux en mieux. Et j'espère, mais je ne sais pas parce qu'on est toujours très mal placé pour juger son travail, mais j'ai l'impression que ce que je produis aujourd'hui garde une forme d'esthétisme, du moins j'y tiens, une forme de rapport direct avec la matière artistique et c'est un travail. Maintenant, je refuse de considérer que ces espaces sont perdus. J'ai parfois l'impression d'être un peu seul au front. Ça, je suis désolé de le dire. Oui, j'ai l'impression que Internet corrompt par nature. Ça, mettons-nous d'accord. Tout ce qu'on va produire là-bas, parce que c'est un espace qui est fondamentalement capitaliste, avec un rapport de production, un capitaliste qui soit cognitif ou pas, mais d'abord cognitif dans ces espaces. Donc, mais pour autant, la question, il faut la poser comme ça. Quel est le fait indéniable puisqu'on a tous les deux à peu près le même âge, vous êtes un peu plus âgés, mais de notre génération, c'est évidemment Internet. En 2012, une bombe ontologique nous est tombée dessus, parce que c'est le moment où on croise 3 facteurs qui sont 1, le téléphone mobile, 2, le réseau Internet à grande échelle, à savoir 4G, 5G, tout le reste, et 3, sans quoi toute cette bombe n'aurait pas pu exploser, l'algorithmisation de ces espaces. C'est à peu près vers ces années 2012 que ces trois facteurs entrent dans une spirale et créent ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux et leur utilisation. Ces espaces, il faut y mener une guérilla numérique. Et comment est-ce qu'on mène une guérilla numérique ? On refuse de laisser ce que vous appelez justement la médiocrité gagner du terrain. Mais c'est difficile. Mais c'est difficile. Mais le fait est qu'en fait, c'est quoi l'alternative ? L'alternative, c'est de prendre une ferme dans le Cantal et de démissionner. Mais c'est ça l'alternative. Oui. Et elle m'a tenté, elle me tente, et c'est quelque chose où je réfléchis, mais je suis obligé de constater que non, ça ne marche pas. Car je le dis pour tous les gens qui nous écoutent, soyez bien sûrs que ces espaces vont vous rattraper. Vous ne pouvez pas fuir quelque chose qui touche à l'égrégore collectif, qui touche à un nouveau mode ontologique. Tout ce que vous faites, c'est du déni. Il faut combattre au centre du réacteur. Et c'est là, les gens me disent, mais pourquoi est-ce que tu fais ça sur Internet ? Mais parce que c'est précisément au milieu des fous, pardon, je dis ça avec beaucoup d'amour, mais moi aussi je suis un fou, qu'il faut tenter de réveiller les gens. Je vais pas aller parler d'algorithme en dehors de l'algorithme. Les gens n'ont pas besoin que j'aille parler dans les campagnes françaises. Moi, je sais de parler avec les gens qui ont 20 ans, qui passent 4-5 heures par jour, qui déverrouillent leur téléphone toutes les 4 minutes, qui développent des troubles obsessionnels du comportement vis-à-vis de ça, qui ont un rapport faussé à l'autre, qui ont un rapport faussé à eux-mêmes. C'est c'est le front. Et il faut y aller au front. L'art est un pharmacone. On en a parlé juste avant. L'art sert à soigner. Alors si on démissionne, allez-y, mais moi pas encore. Peut-être un jour, pas encore. Écoutez, moi non plus, j'ai pas démissionné. Vous êtes avec moi au front. Merci. On est tous les deux au front. Et justement, moi, je me réfère à ce propos à ce que déclarait l'animateur de l'émission Radioscopie, Jacques Chancel. Il ne faut pas donner au public ce qu'il a envie de voir, mais ce qu'il pourrait aimer. Et voilà, il faut avoir cette ambition, là en tout cas, je pense. D'accord. Alors, Étienne, vous comparez... encore très poétiquement, l'amitié idéale a un ricochet sur l'eau, a une oscillation subtile entre distance et intensité. Vous déplorez que les relations, en général, s'étiolent dans une proximité et un rire ensemble très superficiel, parfois même dans des calculs et des faux semblants, condamnant toute spontanéité. Voyez-vous des moyens de conjurer ce flétrissement de la passion, de l'amitié vraie, de restituer à nos relations un élan ingénu et authentique, tout simplement ? Si j'avais la réponse ultime, je la donnerais avec grand plaisir. Mais non, par contre, je vais forcément là, sur cette question-là, répondre avec beaucoup d'intimité, car on est toujours l'ami de ses amis et malheureusement rien de plus. Donc je vais répondre avec ce que je sais de l'amitié à 25 ans, c'est-à-dire encore pas grand-chose. Parce que je pense que l'amitié est quelque chose qui se... Contrairement à l'amour, je pense que l'amitié, ça prend sur le long. Peut-être où l'amour, ça prend... différents types d'amour encore que... Mais la passion amoureuse, celle qui fracasse, ça prend au début, j'ai l'impression. Donc non, moi j'ai compris la nécessité d'être bien entouré, de se faire ce que moi j'appelle les compagnons d'armes.
J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai... oui, on peut jamais savoir, mais j'espère qu'ils seront là du début à la fin. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de réapprendre la profondeur qu'est censée supposer une relation entre deux personnes, amitié ou amour, là je pense que c'est au sens large. Et c'est difficile. Je veux dire, c'est vraiment difficile. De s'ouvrir à l'autre dans une amitié sincère, ça nécessite d'abord d'avoir fait un travail sur soi, de savoir ce qu'on ouvre. Prendre soin de ses relations amicales, c'est tout un art. Là-dessus, jetez-moi la première pierre, car ça m'arrive et ça m'est arrivé dans ma vie de manquer soit de finesse, soit de sincérité, soit d'amour simplement. Par contre, je pense que c'est une des réponses justement à ce fléau qui nous guette. L'autre, c'est celui qui fait exister. C'est le regard de l'autre. C'est comme ça qu'on évite de finir en simple objet vis-à-vis de soi, son rapport à soi, et qu'on finit dans un rapport psychotique, c'est-à-dire en gros, je doute de l'existence de l'autre, puisque c'est ça, ce qui nous guette, c'est d'avoir un doute, même discret, quant à la véracité de l'être en face de moi. Je pense que c'est un sentiment qui est beaucoup plus répandu que ce qu'on peut penser, en fait. Je pense que cette idée de se dire, mais si ça se trouve, tout ça est une simulation, peut-être que je suis le seul être pensant autour de moi, je pense que c'est une pensée qui n'est pas formulée, mais qui est présente chez beaucoup de jeunes de ma génération. Exactement. Exactement. Donc cette forme de réification radicale de tout sauf de soi, et de soi aussi, par la force des choses. Donc, non, l'amitié, c'est ce qui fait exister. Mais pour ça, il faut, et c'est là où c'est toute la difficulté, avoir un rapport... je dis ça dans un sens métaphorique, mais avoir un rapport érotique avec l'amitié. L'amitié, ça peut pas juste être prendre soin de soi. L'amitié, c'est une force brûlante. L'amitié, c'est une force de la peine, de la joie. C'est pleurer dans les bras de l'autre. C'est plus intime que l'amour, l'amitié. Quand c'est bien fait, presque. Et c'est difficile. Et là-dessus, je pense que les Grecs avaient beaucoup à nous apprendre, entre autres. Mais on ne parle pas beaucoup de l'amitié, je trouve. Aujourd'hui, même dans le débat d'idées, on parle plus de l'amour, parce qu'on a toujours parlé de l'amour, mais alors que je pense que l'amitié, cette force de fraternité, peut-être ce qui sauve un homme ou une femme, sur le long. Vous évoquez le défi de célébrer le léger pour ceux que le lourd a déjà gâté. Donc pour le poète, pour l'artiste, pour celui dont la vie est, je vous cite encore, un recommencement de gouffres affreux et de somptueuses collines, très éloignées de la tranquillité décevante des hommes ordinaires. Vous indiquez que la légèreté, la spontanéité sont différentes de la simple candeur, et qu'il est paradoxalement extrêmement dur de se rendre moins dur. Pourquoi est-il si difficile d'être doux aujourd'hui ? Parce que c'est difficile parfois de remonter des gouffres, je pense, et que ça demande peut-être l'effort d'une vie. Ça demande peut-être l'effort d'une vie. Moi, j'en parle dans le livre, c'est une image que j'ai remarquée quand j'étais même très petit, mais je suis toujours en admiration totale face à ces hommes ou ces femmes d'un certain âge, dont le visage crie l'expérience, qui savent la vie, ils n'ont pas besoin de faire semblant. Ils sont allés au fond, ils sont allés en haut, ils ont vu en latéral, tout ce que vous voulez. Ils ont vu les sommets, les vallées, les gouffres. Et malgré ça, ils conservent un œil rieur. Ils ont une forme de tranquillité ce qu'on cherche chez le sage, même chez l'ancien, dit avec beaucoup de respect, l'ancien comme modèle, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est difficile. Souffrir est une chose, sortir de la souffrance et en revenir avec un œil léger. Moi, je n'en suis pas encore là, c'est difficile. Je mentirais si je disais que j'en suis là. Pour l'instant, ce que je fais, c'est cartographier des gouffres, essayer de ne pas aller tout au fond. Je pense que celui qui pense, et je le dis dans le livre, c'est d'abord celui qui rampe dans la mélasse. Et chacun de nous est responsable des notes qu'il prend dans la mélasse, des choses. Maintenant, le remonter, le léger, mais c'est difficile, mais en même temps, on n'a pas le choix. On ne peut pas vivre au fond de la fosse. Il faut de l'oxygène. Il faut de la frivolité, il faut de la poésie même gratuite, et toutes ces choses, oui, c'est très difficile à manier, c'est une forme d'alchimie très compliquée. Et là-dessus, je sais pas, j'en ai aucune idée. J'essaye, mais j'en ai aucune idée, je sais pas. Je sais juste qu'il faut le faire, parce que je le vois dans les yeux des gens. En lisant votre appel à réactualiser des motifs inactuels comme le silence ou la solitude, m'est venue cette parole de Maître Eckhart
Rien ne ressemble plus à Dieu que le silence. Donc à une époque où l'hyperactivité écrase nos intimités, euh, pourquoi n'avez-vous pas convoqué Dieu? Alors non pas comme une croyance lourde et imposée, hein, mais comme une ressource intérieure qui pourrait justement nous aider, pour reprendre encore une fois vos mots, à rugir d'extase, à redevenir profondément humain. Peut-être que la poésie peut suffire. Vous avez dit invoquer. Moi, je pense que je préfère parler d'espace que de personne et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais je crois pas que ce soit nous d'invoquer. Je pense que c'est lui ou eux qui invitent. Premier point. Donc j'ai plutôt un rapport. Je pense que je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus intéressant déjà d'être prudent avec ce mot, parce que j'ai l'impression. Moi, j'ai pas de problème à parler de Dieu. Dieu singulier, Dieu pluriel, Dieu peu importe sa forme, mais chez beaucoup de gens, c'est une porte qui se ferme. Malheureusement, peut-être, parce qu'il y a plusieurs dieux. Il y a Dieu avec le petit d, il y a Dieu avec le grand D, et il y a Dieu en majuscule. Tout ça sont des dieux différents. Donc, et ça nécessite, il y a un tel égrégore collectif sur ce mot. Par exemple, aujourd'hui, je pense que si je devais parler de Dieu, je parlerais des dieux, premier point. Je pense que, par exemple, puisque vous parlez de la richesse intérieure et de tout ce qui reste, avoir un rapport unique aujourd'hui à Dieu en tant que sauveur de l'intérieur me paraît très limité. Je crois beaucoup plus, vous voyez, dans mes chagrins, dans mes plus grands chagrins, je crois que ce qui m'a sauvé, c'était la possibilité de balancer entre la tristesse inspirée d'Apollon, le refus du pouvoir qui fuit dans l'ivresse triste de Dionysos, la mélancolie noire de Saturne, beaucoup plus que ce Dieu unique, auquel je reconnais énormément d'avantages, bien sûr. Mais dans les symboles, puisque vous avez parlé de symboles, que ce soit Yahvé, Jésus, Marie, ont pour moi une manque d'une forme de polythéisme psychique qui aujourd'hui nous manque. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais Si. je pense que la gamme d'émotions que suscitent ces espaces et symboles ou ces personnes, forcément on parle d'espace limite, donc les mots se perdent, mais je crois beaucoup plus à un rapport pluriel. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait du bien. Et du reste, bien sûr, et je ne peux pas le dire autrement, que quand on écrit un livre, ou quand on se lance dans cette quête, on a parfois des expériences qui sont d'ordre, divine, je pense. Du moins, on les reçoit comme ça. Maintenant, je serais un empoté vulgaire si j'essayais de les formaliser. Je ne m'y risquerais pas. Mais bien sûr, ça me paraît évident, mais je peux, sans vous dire ce qui s'est passé, je sais que certains espaces de ce livre ou d'autres textes, mais je les écris dans des endroits où, bien sûr, qu'on est traversé par des forces qui nous disent, qui exigent de nous. Moi, je suis absolument persuadé que le destin, la destinée, pour le dire un peu plus simplement, la mission, l'exigence qu'on ne comprend pas mais qui nous traverse, est un des grands piliers psychiques de la stabilité mentale d'un être humain. Et ça, forcément, on est relié à Dieu. Maintenant, il y a Dieu en tant que figure ou Dieu en tant que présence, vous voyez. Mais non, je m'attribue tout à fait la phrase de Kundera, que vous connaissez sûrement, les rires de Dieu font écho autour de nous, et Dieu est un être rieur, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, si je dois parler de ce sujet-là, je dirais que c'est intéressant, je pense, vu nos états psychiques à tous, d'aller rechercher une forme de polythéisme psychique et spirituel pour soigner. C'est très rapide, mais voilà ce que je peux en dire. Mais si c'était un absent, je m'en excuse. En tout cas, il n'était pas absent en ce qui me concerne. Je vous remercie, Étienne, pour ces premières réponses. Alors, vous le savez, c'est la tradition ici. Je termine toujours chaque entretien par un questionnaire de Proust. Donc, je vais vous soumettre 8 questions et vous demander à chaque fois la réponse la plus spontanée possible. Allons-y. Quel livre vous a marqué récemment et pourquoi ? Eh bien, celui que j'ai sur la table, par exemple. J'en avais mis un, j'en ai toujours un avec moi. Expliquez-nous. Qui s'appelle, c'est un livre en anglais, parce qui n'a pas été traduit, qui s'appelle le Blue Fire de James Hillman, qui est un livre de... Ah oui, voilà, hop.
Je vais montrer la caméra. On va dire charte très, très anglophone, voilà, qui parlait justement de ce dont on parlait tout à l'heure, de la désertification de la psyché. Pourquoi est-ce qu'il m'a marqué? Parce que c'est le premier livre de psychologie que je lis comme de la poésie, que c'est peut-être le premier auteur que je lis qui arrive à me parler de l'esprit sans, au bout de 15 phrases, avoir l'impression de lire un manuel de mécanique, ce qui est plutôt agréable, et ce qui est, je pense, un bel accomplissement pour cet auteur. Voilà. Qu'est-ce qui vous rend illisible? À vous-même et aux autres, bien sûr. Le doute. Bien sûr, le doute. Et l'excès de colère. Le doute et l'excès de colère. Les deux vont souvent ensemble. Quelle blessure portez-vous? Ou pourrait-on dire, quelle blessure vous porte? Ne pas aider quand j'aurais pu. Ou quand j'aurais dû. Quel personnage mythologique ou littéraire pour incarner l'anomalisation? Le dieu Pan. Ouais. Le dieu Pan, par sa flûte, par son rapport animiste avec toute chose, l'enchantement de toute chose. Le dieu Pan, c'est le dieu qui enchante nos plafonds. C'est ce qui fait que nos plafonds sont pas tout blancs mais qu'ils ont des moulures. Le dieu Pan, c'est le dieu farceur. C'est aussi le dieu du fantasme. C'est le dieu de l'espace de l'imagination. Qu'on l'ait trucidé, bien sûr, mais je crois pas que Pan soit mort. Quelle est votre plus grande peur, Étienne? De manquer de courage. De manquer de courage et de me raconter que mon manque du courage tient de l'humilité, alors qu'elle tient juste de la couardise. Et ça, c'est difficile. La vertu que vous admirez le plus chez les autres? L'entrain. Ah, bien sûr. Je peux pardonner beaucoup de choses. Et je pardonne beaucoup de choses à des amis qui ont juste de l'entrain. L'entrain, ça pardonne tout, l'entrain. Je veux dire, c'est fabuleux. C'est la plus belle des choses. Je peux confirmer que je vous ai vu arriver ici plein d'entrain. Merci. Quel mot ou concept affectionnez-vous particulièrement? Mot ou concept? Concept. Oh, la mélancolie, bien sûr. Bon, je ne surprendrai personne, mais il y a un monde dans la mélancolie. La mélancolie, je pense que c'est peut-être des plus beaux mots, parmi d'autres. Mais oui. Et pour terminer, si vous deviez choisir une époque pour vous réincarner, laquelle et pourquoi? Laquelle? Futur, passé, les deux fonctionnent? Oh, bon, on peut se diriger vers le futur. Moi, j'irais complètement dans le futur. D'accord. Oui, mon optimisme radical et ma curiosité me feront forcément goûter au futur. J'irai le plus loin possible jusqu'à ce que la question le permet, en fait, je pense. Voilà. Mais pour autant, j'ai pas de volonté transhumaniste d'aucune sorte. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement, justement, dans le futur? Dans le futur. Je suis très curieux de voir à quel point les scénarios que j'ai en tête peuvent ou non se réaliser. Je pense que c'est pour le coup là purement égoïste. Je pense que j'aimerais bien voir à quel point j'ai pu me tromper. Je pense que l'espèce humaine est une espèce à la résilience infinie. Et elle a la chance d'avoir une résilience par l'imagination. Et je pense qu'il faut réapprendre à sourire collectivement de notre folie imaginaire dans la manière dont nous menons nos affaires humaines. Et donc, nécessairement, j'ai envie de voir ce qu'on va créer. Je veux dire, je ne veux pas dire de bêtises sur les dates, mais je ne sais pas si c'est 120 ou 220 ans, on était à l'avion de papier. On était au premier modèle d'avion. Aujourd'hui, je crois qu'on lance des fusées, qu'on les récupère, qu'on fait beaucoup de choses. Donc, forcément, si on me dit tu vas pouvoir voir ce qui se passe dans 5 ou 6 000 ans, bien sûr que je veux voir ce qui se passe dans 5 ou 6 000 ans. Voilà. Les scénarios que vous évoquez feront peut-être l'objet d'un prochain essai. Qui sait? C'est pas impossible. Peut-être. Merci infiniment, Étienne, pour cet échange riche et passionnant. Chers auditeurs et téléspectateurs, j'espère que cette conversation vous encouragera à écouter votre voix intérieure, à ignorer un peu les bruits assourdissants de ce monde. Et je vous invite encore une fois vivement à vous procurer l'essai S'anomaliser d'Étienne Lerin, disponible sur Amazon. Alors je rappelle que vous avez seulement 25 ans, comme quoi la pertinence n'est pas l'apanage des décennies accumulées. Merci à tous de votre fidélité précieuse et à très bientôt pour de nouvelles explorations hors du temps. Merci beaucoup, Lancelot.